Oui, alors bon, c'est une question difficile. Disons qu'on peut l'aborder à plusieurs niveaux. Je vais plutôt parler disons des certitudes scientifiques. Enfin, en tout cas, toute recherche, tout objet de recherche implique un questionnement, disons, de ce qu'on peut appeler le sens commun savant, quoi, et pas simplement du sens commun ordinaire. Alors sur les mouvements sociaux, le sens commun savant, bon, il a plusieurs formes, et puis il n'est pas le même pour tous les chercheurs. Ça dépend un peu de ce qu'on a lu, de ce qu'on a travaillé, mais en tout cas, dans ce sens commun savant concernant les mouvements sociaux, il y avait une idée forte qui est qu'en gros, un mouvement porté par des profanes de la politique, des personnes peu politisées ou très éloignées de la politique, ou n'ayant pas les codes de la politique, n'ayant pas non plus, disons, une expérience antérieure dans des organisations politiques, n'ayant pas de ressources ou de capitaux politiques, comme certains disent, en fait, ont peu de chances de développer un mouvement qui a une telle ampleur, qui a une telle durée, qui a aussi une telle disons, productivité politique, si on s'accorde pour dire que ça serait par exemple les résultats du mouvement, l'obtention d'un certain nombre de résultats de politiques publiques qui répondent à une partie en tout cas de ces revendications. Donc ça, cette idée-là, bon, elle a été beaucoup développée. Hein. Le courant qui l'a développé, ça peut être le courant dit de la mobilisation des ressources. Donc voilà, c'est une idée qui est un peu battu en brèche par ce mouvement, dont il faut donc expliquer à la fois, en quelque sorte, l'efficacité, la durée, mais aussi, en quelque sorte, la gestation. Bon, ça, c'est un premier élément. Il y a un deuxième élément auquel je pense, qui concerne, disons, une lecture là aussi commune, alors qui est peut-être moins forte chez les scientifiques, mais qu'on a entendu quand même pendant le mouvement, qui est de s'interroger sur le mouvement, justement, en fonction de ses manières de dénoncer la politique, de porter des revendications, de dire ce qu'il demande ou ce qu'il veut. Hein. Et là, moi j'ai été assez attentif à la fois en regardant la parole jaune, ou en écoutant la parole jaune, et aussi en écoutant la parole de ceux qui relayaient ou qui commentaient ou qui interprétaient cette parole jaune. J'ai été assez attentif au fait que justement, il y a une inclination, souvent inconsciente, parfois consciente, très forte, à au fond vouloir entendre dans la bouche des manifestants, des protestataires, des manières de dire la politique qui sont celles des gouvernants, des experts de la politique, des gens de parti, des gens de cabinet, c'est-à-dire à énoncer la politique de la manière la plus élitiste, la plus compétente qui soit. Et donc ça serait, on pourrait dire, un biais intellectualiste, en quelque sorte, dans la lecture de ce que c'est que l'énonciation de la politique dans les mouvements sociaux. Je pense d'ailleurs que ce biais intellectualiste, il est toujours présent, et c'est un risque permanent, en fait, dans l'analyse des mouvements populaires en général, des mouvements sociaux en général. Et donc là, il a été particulièrement puissant dans la conjoncture des 10 derniers mois, ou des 11 ou des 12 derniers mois, parce que, en réalité, il a parfois aussi été porté par des gens qui voulaient disqualifier le mouvement. Mais en tout cas, c'est un risque dans l'étude du populaire en général. C'est d'ailleurs ce qu'avaient dit Jean-Claude Pesseron et Claude Grignon à propos de l'étude des cultures populaires, et je pense qu'on peut tout à fait transposer leur idée concernant eux ce qu'ils appelaient le misérabilisme, mais qui est au fond ce que moi j'appelle l'intellectualisme. On peut tout à fait transposer leur analyse en quelque sorte du couple de regards, ou leur analyse, disons, du champ épistémique, du regard porté sur le populaire, au phénomène, disons, politique populaire. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième, disons, élément d'un sens commun savant, plus ou moins instrumentalisé, qui me semble en partie défait par ce mouvement, mais aussi par d'autres mouvements. Et puis je crois qu'il y a un problème plus profond encore, et plus épineux, hein, qui est le problème, disons, du fait qu'une grande partie, disons, de la science des mouvements sociaux, de la sociologie des mouvements sociaux, part en quête d'origine, hein, puisqu'au fond, c'est la démarche explicative, et elle est tout à fait naturelle en sciences sociales, mais le problème de cette démarche, c'est qu'elle conçoit, ou elle charrie avec elle, disons, une conception de l'événement qui n'est pas peut-être adéquate, justement, au type de surprise
que le surgissement ou l'émergence d'un événement comme celui de ce dernier mouvement font ressentir quand on le voit apparaître. Donc il faut que l'explication en sciences sociales soit capable à la fois de dire que oui, il y a des facteurs explicatifs, et en même temps qu'elle puisse rester fidèle à cet élément d'émergence ou de surgissement qui, effectivement, si on cherche à le penser, n'est pas simplement, disons, la somme d'un ensemble de causes. C'est probablement plus que ça. C'est effectivement la convergence de causes indépendantes qui se rencontrent. Et ce point de rencontre qui fait l'événement, bah, c'est précisément quelque chose qui échappe probablement à l'explication, qui relève un peu voilà, du hasard, certains diraient de la sérendipité. Bon, voilà. Et en tout cas, voilà. Donc il faut pouvoir, disons, garder la part d'irréductibilité qui correspond à ce phénomène d'émergence d'un mouvement social. Effectivement, des chercheurs en sciences sociales ont été amenés voilà, à dire des choses sur le mouvement à chaud. Hein, bon, alors quand ils étaient donc invités par ces médias, c'était en général des choses qui n'étaient pas favorables au mouvement, mais qui essayaient d'avoir, disons, une certaine neutralité vis-à-vis du mouvement, d'essayer justement de le comprendre plutôt que de le condamner, par exemple, hein, parce que c'est vrai que si on s'intéresse aux manières voilà, de traiter le mouvement, bah, il y a au fond toutes les manières de traiter les mouvements sociaux et les mouvements populaires, disons, péjorativement, ont été portés aussi par d'autres chercheurs. Hein. On peut condamner moralement le mouvement. Ça, on évite l'opération de recherche. Hein. C'est par exemple dire, voilà, bon, la violence, c'est pas bien. Bon, voilà, donc on laisse de côté, disons, la question de la neutralité axiologique vis-à-vis, par exemple, des formes protestataires du mouvement. On peut condamner le mouvement, disons, à la manière dont Le Bon traitait les foules au XIXe siècle. Et ça, on sait que c'est un schème extrêmement puissant dans, disons, la lecture spontanée, y compris la lecture savante spontanée des mouvements sociaux, quoi. C'est-à-dire les schèmes de la psychologie des foules avec la disqualification du mouvement parce qu'il ne serait pas assez rationnel, parce qu'il serait incapable d'énoncer la politique, parce qu'il serait effectivement physique et pas intellectuel, etc. Alors, c'est jamais dit exactement en ces termes, mais quand on regarde le texte, disons, des analyses, des interprétations, ou le conflit des interprétations autour du mouvement, on retrouvera très facilement, disons, ce type de dualité, ce type de schème analytique, etc. Et qu'on peut trouver aussi chez des gens qui sont d'ailleurs très progressistes, très favorables aussi aux luttes, mais qui vont juger, comme ça avait été fait en 2005 à l'occasion des émeutes dites de banlieue, qui vont juger que le mouvement est par exemple proto-politique, qui est une forme, disons, alors on peut dire que c'est un descripteur, mais bon, dès qu'il y a le préfixe proto, on est aussi dans quelque chose qui peut être en tout cas lu comme, disons, un qualificatif péjoratif, et du coup, on retombe sur le problème de la disqualification des schèmes d'opposition proto-politique. Ça veut dire qu'on a une idée a priori relativement claire de ce que c'est qu'une compétence politique, de ce que c'est qu'une énonciation légitime du politique, et donc, une fois de plus, on n'ignore pas le mouvement, mais on le disqualifie. Donc voilà, il y a un ensemble de discours de sciences sociales qui vont dans cette direction. Oui, alors, bon, j'en profite pour dire que voilà, le livre que j'ai fait est un essai, c'est un point d'étape dans un ensemble, une constellation de recherches tout à fait fascinante. Hein. On pourrait ironiser d'ailleurs, si on était mauvaise langue dans quelques temps, en se disant qu'il y aura peut-être effectivement des études sur les Gilets jaunes qui vont se constituer en interdiscipline, parce qu'effectivement, plus on avance dans le temps et plus on s'aperçoit qu'en réalité, il y a des dizaines de recherches, plusieurs colloques qui vont être organisés, et donc évidemment beaucoup de résultats qui vont être présentés, et donc je ne prétends pas avoir du tout d'autres résultats ou des résultats plus robustes. J'ai fait en fait une enquête sur l'enquête, un peu une enquête intellectuelle qui situe un peu entre, disons, voilà, entre discours scientifiques et discours militants, enfin entre les deux justement, qui fait frotter l'un contre l'autre, hein, qui interroge justement du sens commun savant avec des pratiques militantes, et qui interroge, ou avec les pratiques du mouvement, et qui interroge aussi les croyances, disons, du mouvement avec, disons, des résultats de la science. C'est dans cet entre-deux que j'essaye de me situer, qui me semble un entre-deux fécond, et donc voilà, j'ai utilisé un certain nombre de travaux qui étaient déjà, disons, plutôt de la diffusion de la recherche qui était disponible quand j'ai écrit ce livre au printemps et dernier. Et donc du coup,
Bon, je ne fais que synthétiser ce que d'autres ont pu dire. Alors moi, ce qui m'apparaît, c'est qu'évidemment, donc il y a des formes, disons, extérieures, disons, de mobilisation qui ne sont pas toutes inédites, mais qui, combinées, forment quelque chose d'assez nouveau. Des occupations, mais sur des ronds-points et pas dans des usines ou dans des lieux, disons, publics, par exemple dans des lieux de service public, même si à la marge ça a pu exister. Des assemblées régulières sur les ronds-points aussi, ou autour des ronds-points, ou à partir des ronds-points, dans des salles, dans certaines villes, qui se sont multipliées là aussi, et puis des pratiques, disons, de manifestations émeutières dans les centres métropolitains. Voilà, donc la combinaison de ces trois manières de protester est relativement nouvelle. Mais je crois que le point le plus intéressant, enfin les deux points les plus intéressants, au-delà de ces apparences, c'est premièrement le caractère très décentralisé du mouvement, qui fait, et c'est d'ailleurs ce qui a attiré mon attention initialement, c'est-à-dire que j'ai vu des endroits que je connais bien pour des raisons personnelles, en fait, être mobilisés, alors que je ne les avais pas vus mobilisés depuis 68, même si je n'étais pas né en 68, mais enfin, je sais par des récits qu'ils n'étaient pas mobilisés depuis 68, dans des petits villages, etc., ou dans des lieux périurbains, ou qui étaient anciennement ruraux, ou qui sont encore, disons, à la lisière de la ruralité, et de la ville. Et donc, du coup, voilà, donc ça, je pense que c'est assez significatif. Caractère décentralisé du mouvement dans des lieux périurbains, ou en tout cas, parfois même infra-urbains, qui pratiquaient pas les répertoires protestataires depuis très longtemps, voilà, et en mobilisant des gens qui, en gros, pour beaucoup, étaient des primo-manifestants, en tout cas dans la première vague des manifestants, et qui donc étaient soit dégoûtés de la politique, soit distants de la politique, soit profanes en politique, en tout cas qui n'avaient pas un passé militant très, très important. Donc tout ça, ce sont des traits d'originalité. Ça renvoie à une sociologie qui a commencé à être décrite et qui sera décrite plus finement par des travaux ultérieurs. Oui, alors bon, ça c'est une hypothèse que je suggère et qui aussi s'appuie sur un certain nombre d'autres travaux qui observent, qui observent en tout cas présentement, enfin dans les dernières années, voilà, soit des modalités d'action comme l'occupation dont j'ai parlé, qui est toujours évidemment par définition territorialisée, inscrite, disons, dans une localité ou dans un lieu, disons, significatif, qui peut être voilà, un lieu de travail, voilà, un lieu institutionnel, un lieu urbain. Voilà, donc dans les modalités d'action, mais aussi dans une série, dans un chapelet au fond de mobilisation des derniers temps, des mobilisations territoriales qui ne sont pas aussi visibles médiatiquement que la mobilisation dont nous parlons, le mouvement des places qui lui a été très médiatisé, voilà, donc il y a un ensemble, bon, les mobilisations territoriales qui peuvent concerner l'écologie, qui peuvent concerner les grands équipements, qui peuvent concerner effectivement, voilà, la ZAD étant un des exemples qui me vient à l'esprit, Nuit debout aussi, bon, voilà. Donc il y a à la fois, disons, des mouvements très visibles, territorialisés, des mouvements plus régionaux qu'on verrait dans la presse quotidienne régionale ou qu'on verrait localement, justement, en dehors des grandes métropoles qui sont aussi très localisées. Et donc, bon, ça dessine, disons, peut-être pas un plan de consistance encore très net, mais disons, ça dessine, bon, un changement d'échelle des protestations. Non pas que ces protestations, disons, localisées, aient disparu. Elles ont toujours existé, mais j'ai l'impression qu'elles prennent plus de saillance et elles rentrent aussi en résonance avec, disons, un mouvement d'idées qui s'intéresse de plus en plus, disons, au pouvoir municipal, à la question de la commune, à la question du commun, qui est souvent territorialisé. Et elle s'appuie aussi sur une contestation aussi disons, des formes de pouvoir municipal à travers des listes citoyennes qui sont parfois issues du mouvement des Gilets jaunes, qui sont parfois en formation ailleurs. Elle s'appuie aussi sur la multiplication des dispositifs participatifs à l'échelle locale, qui sont parfois réutilisés, détournés, contestés, imités, dérivés par des citoyens eux-mêmes. Donc tout ça, ça dessine un tableau qui va d'une politique très protestataire à une politique plus institutionnalisée, où l'échelon local et territorial est absolument central. Donc la question que je me pose dans l'ouvrage, c'est voilà, quelle est la consistance
consistance de l'ensemble de ces mouvements? Est-ce que c'est quelque chose qui est appelé à durer? Et est-ce qu'on n'a pas aussi là un signal important concernant, disons, une crise, disons, des paris d'une politisation des échelles supranationales, hein, c'est-à-dire notamment des échelles européennes et des échelles transnationales ou internationales, où beaucoup de progressistes se sont investis, disons, dans les 20 dernières années, et au fond, avec des rendements politiques relativement faibles. Et donc, du coup, voilà, il y a aussi un certain nombre de transferts de compétences, ou en tout cas de transmission, ou tout simplement de changements tactiques et stratégiques qui sont en train d'avoir lieu, et qui permettraient de comprendre pourquoi cette échelle locale est à nouveau valorisée dans des familles politiques et dans des types de politisation extrêmement divers.